bonsoir. C'est le 31 juillet, samedi soir sur la première, 19h passées de 2 minutes. C'est votre journal d'information en Polynésie. Voici les titres pour cette soirée. Du monde, la politique de la chaise vide pour les vaccins ne semble plus de mise. À la mairie de Punaouia, plus de 2000 personnes aujourd'hui. Les chiffres du variant Delta sont une explication. Certains habitants de la presqu'île sont également venus. Ils considèrent le vaccin comme une protection face à la pandémie. Les lumières tournantes, les autotampons ou encore la pêche au canard, tout cela ne sera plus qu'un souvenir. Demain soir, les papillots doivent fermer. La décision est arrivée hier. Une fermeture 15 jours avant la date prévue. Une situation qui fragilise une profession déjà inquiète pour son futur. À propos, nous irons à Utumoro, nous y écouterons le cœur des professionnels et nous entendrons leurs doléances. James Frogier, le patron des forains de la place, sera en direct en compagnie de notre envoyé spécial. À tout à l'heure, messieurs. Merci. Tout s'est bien passé, les enfants vont regagner leur foyer avec des souvenirs plein la tête, des amitiés et une motivation à crescendo. La saga ferme ses portes ce week-end. Cette belle organisation solidaire a eu la chance de passer entre les gouttes de la Covid-19. Nous étions à Tevayuta pour ces derniers moments de l'édition 2021. Ça y est, le Whare Natura accueille ses premiers visiteurs. Ouverture officielle ce matin. Il y avait du monde au portillon, de tous les âges. Cette plongée dans l'univers aquatique est un émerveillement pédagogique et moderne. L'écomusée fait l'unanimité aux yeux du public. Joyeuse immersion à la fin de ce journal. Les chiffres du variant Delta qui donnent le tournis ont aussi un effet accélérateur pour les vaccins. Aujourd'hui, la mairie de Punaouia a été fréquentée par les volontaires décidés à se vacciner, se protéger, disent-ils. Ils entendent le message. Plus de 2400 personnes ont été vaccinées aujourd'hui sur tout le territoire de Tahiti. Juan Puturu et Jérôme Lee étaient à Punaouia. Après la politique de la chaise vide, il y a quelques mois, c'est désormais une affluence massive qui s'est vue ce matin à Punaouia. Beaucoup ont franchi le pas de la vaccination. L'heure n'est plus au doute. Moi et ma femme, on est venus justement de la presqu'île pour se protéger, non seulement moi et ma femme et la population, et surtout nos parents. On ne peut pas attendre que ça s'empire et qu'on regrette par la suite. Moi, j'accompagne juste mes 2 garçons. Moi, je l'ai déjà fait le vaccin, les 2 vaccins. Voilà. C'est important? Oui, c'est important. On a les résultats, on a vu dans les médias, il ne faut plus attendre, il faut foncer. Et pour accueillir au mieux les personnes, 2 salles de vaccination ont été prévues. Une dans la salle de mariage et l'autre au premier étage de la mairie. L'objectif étant de vacciner un maximum dans un délai d'attente raisonnable. Si nous avons eu des vaccinodromes avec la gestion de chaises vides, aujourd'hui ce n'est pas le cas. Et c'est gratifiant pour nous, et notamment pour la centaine de personnes qui est mobilisée depuis 48 heures et aujourd'hui pour faire fonctionner ce genre d'événement. Si du côté du vaccinodrome de Punaouia, on tourne en plein régime, pour d'autres par contre, c'est le scénario inverse, notamment pour les professionnels du loisir comme Tamatea, propriétaire de pirogues. Les mesures restrictives annoncées par le gouvernement et le commissaire sont véritablement perçues comme un coup de massue après 2 mois d'activité pleine. C'est bien beau, ils nous catégorisent dans le pirogue à bringue, mais c'est pas que ça, quoi. En plus, on a des tables, il y a l'espace comme tu peux le voir, on met des tables assises de 6 personnes, comme dans les restos, on est en plein air, et nous, on nous bloque directement. C'est pas normal. Et il n'y a pas de dialogue possible avec les hautes autorités. Et du côté du monde sportif, on n'est pas épargné. On assiste à une refonte du calendrier. La compétition de MMA prévue dans 1 semaine est reportée à une date ultérieure. Moi, je suis coach aussi en même temps, tu vois. J'ai un athlète qui combat sur cette carte et du coup, c'est un peu... c'est dur, c'est difficile pour tout le monde. Après, on n'a pas le choix. C'est c'est la santé d'abord. Pour les forains, on accuse aussi le coup. Après les mesures prises par les autorités, le manque à gagner est évident. C'est pas évident pour nous, on n'est pas pour. Et avec tout ce qu'on a mis, qu'on a récolté, qu'on a mis en place pour pouvoir satisfaire tout le monde, on a quand même dépensé pas mal. C'est sûr, les premières mesures adoptées par le gouvernement sont difficiles pour beaucoup. Espérons qu'à partir du 15 août, la courbe contagieuse du variant Delta puisse s'inverser. Une attente qui reste encore fragile. Pas de chiffres ce soir de la direction de la santé, mais l'on sait que 2 décès supplémentaires ont été enregistrés, ce qui porte le nombre de décès depuis le début de la pandémie à 151 personnes. Également, une certitude, le variant Delta est arrivé du côté des Marquises, un cas du côté de Ivawa et un autre cas constaté à
Nukuiva. Bref, gardez les protections et les gestes barrières. Dans ce contexte, demain matin à Moréa, un centre de vaccination sera ouvert à l'hôpital. Alors que le tourisme reprend un peu de couleur à travers ce que les Américains appellent « The Covid Revenge », nous avons sondé la population de l'île Sœur au sujet des mesures annoncées. Là-bas, l'on fait contre mauvaise fortune bon cœur. On comprend vraiment la situation. Les citoyens répondent à Mélissa Chong et Patita Savea. C'est important en fait que tout le monde soit protégé pour éviter que justement que le virus se propage. Et obligatoirement, on insiste que tous nos clients soient bien masqués avec le gel hydroalcoolique. Moi personnellement, étant jeune, j'ai pas envie de vite partir d'ici. T'en as peur pour ta famille, toi Oui, parce que j'ai mes parents avec moi et puis j'ai pas envie qu'ils partent de suite. Il y a mes beaux-parents, tout ça, qui sont très malades et je ne veux pas les perdre aussi. La Covid et les conséquences économiques ont valé sur le terrain. Le compte à rebours a commencé. Les lumières des Papios vont s'éteindre ce week-end. On se souvient aussi que l'ouverture des manèges fut actée de manière in extremis. Cette fois-ci, le variant Delta a eu raison des festivités. On va tout de suite se rendre du côté d'Utumoro pour ces éléments de fête très populaires. Nous y attend Orete Fafana, notre collègue. Il a un invité avec lui, c'est Jem Frogier, le président des Forains de la Place. À vous. Oui, donc bonsoir Stéphane. Ce soir, c'est plus de 1000 personnes qui ont rejoint Utumoro. Ce soir, on est venu pour s'amuser, pour se balader ou encore pour manger. Et bien parce que c'est le dernier week-end des Papios. Comme vous le savez, suite aux décisions prises par le Haut-Commissariat et le président Edouard Fritsch, à partir de lundi, c'est 40 baraques et 40 manèges qui devront être démontés. Donc ce soir, je suis avec James Frogier, organisation du Papio de Utumoro. Alors James, une annonce, une déception, vous y attendiez? On ne s'attendait pas du tout. C'est une grande déception pour nous, et surtout pour tous les forains qui sont sur le site. Il nous reste 2 semaines pour terminer notre fête. Et une décision qui tombe comme ça, comme un coup près vraiment à la dernière minute, ça nous fait mal pour tout le monde, pour tous les forains. Que représente cette fermeture-là pour vous? Pour nous, vu que depuis le début, depuis l'année dernière déjà, on avait mis en place une brigade sanitaire, donc tout ce qui est gestes barrières sont appliqués sur Utumoro, le port du masque obligatoire et tout. Et après cette décision-là, je suis un peu déçu de fermer demain. Donc on parle de Papio, mais aussi les restaurateurs qui ont des denrées périmables. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Oui, justement, j'ai rencontré un peu tous les restaurateurs. Ils ont commandé de la nourriture en quantité pour pouvoir terminer ces fêtes. Et idem pour les boissons. Donc actuellement, ils ne savent pas comment faire si on ferme vraiment demain. Et pour eux, c'est une grosse perte. Vu tous ces denrées périssables-là, avec ce problème, c'est vrai qu'on est tous touchés, mais en France, les manèges sont toujours ouverts. Pourquoi nous, on doit fermer? Voilà. Donc, si vous faites court, qu'est-ce que vous voulez demander aux autorités? On aurait voulu demander un peu plus de souplesse pour qu'on puisse terminer au moins les fêtes. Je pense que nous tous, on est tous dans le même cas, que ce soit maman, Veitupa, ici Utumoro et Papara. On veut tous essayer de bien terminer la fête. Il nous reste 2 semaines. Donc voilà, comme vous l'avez entendu, c'est une fermeture prématurée pour les Papios 2 semaines avant la date prévue, ce qui représente un grand impact pour eux. Voilà ce qu'on peut dire ce soir, Stéphane. Merci beaucoup Arioué pour ce direct, 1000 personnes autour de vous. Merci, bon retour à Pamatai. Vous le savez, la Covid, c'est aussi une affaire internationale au Japon. Les JO sont lunaires, ils continuent. Pas de public en tribune et des tests PCR à tire-larigot. Les journalistes sont même tracés une liberté de 15 minutes par jour et seulement face à leur hôtel. Et malgré les précautions, les chiffres s'affolent là-bas, dans tout le pays. Au Japon, la vaccination a vraiment du retard. La faute à un système d'organisation qui n'est pas du tout efficace. Sur place, nous retrouvons Heidi Enko. Bonsoir Heidi.
Bonsoir Stéphane. Eh bien, un chiffre d'abord, 30%. C'est le nombre de personnes vaccinées au Japon, avec un peu plus de 50 millions de personnes ayant reçu une dose au moins. Mais attention, ici on a privilégié la population de 65 ans et plus. Ils représentent tout de même un peu plus du quart des Japonais, d'où la problématique actuelle avec le variant Delta. Ce sont notamment les jeunes et la population active non vaccinée qui sont touchés aujourd'hui. Hier, on passait à Tokyo, par exemple, la barre des 10 000 personnes positives. Pour les moins de 65 ans, pas encore de doses de vaccin disponibles, à moins d'en avoir les moyens. Le système de santé publique est très en retard. Beaucoup de Japonais avec lesquels j'ai pu parler disent qu'il y avait la possibilité, selon les lieux de travail, mais surtout via les Jeux Olympiques, car ici, tous les volontaires japonais sont vaccinés. Des doses offertes par le comité olympique. Si vous comparez à la France, le seuil est ici très bas pour les infections malgré tout. Et pourtant, l'état d'urgence a été déclaré le 12 juillet. Pas d'alcool dans les restaurants le soir, fermeture à 22h pour les bars. Donc vous voyez des mesures bien drastiques. Au contraire, tous les journaux et médias critiquent ici la lenteur du gouvernement à faire vacciner la population, d'où la vague de contestation contre la tenue même des Jeux Olympiques. Mais aucune contre la vaccination. Donc vous voyez, la réalité ici au Japon est tout autre qu'en France ou en Polynésie. Ici, culturellement, c'est la société qui est mise en avant l'individu, avec ses avantages comme ses revers. En tout cas, au sein des sites olympiques, je peux vous dire que l'hygiène et la distanciation physique sont ici une règle d'or, comme les médailles. Merci beaucoup Heidi pour ces précisions. Allez, un peu de sourire, c'était la 30e édition avec la saga et elle a pu aller au bout de son déroulé solidaire. C'était à Tewaïouta cette année. Les enfants ont pris un bol d'oxygène et de l'énergie positive. La philosophie fraternelle de l'événement a pu passer entre les gouttes et perfides de la pandémie qui menace le territoire. Un soulagement pour tous les bénévoles. Sur place, Théophane Territoua avec Sandroli. C'est la fête, mais il s'en est fallu de peu pour que le variant Delta vienne tout gâcher. Suite à l'allocution du président du pays et du haut-commissaire, l'interdiction des rassemblements de plus de 500 personnes. Ça fait peur parce que savoir qu'on a autant d'enfants qui viennent ici et que si jamais il y a un cas, c'est fini. Mais après, on essaye de gérer tous ensemble, on est beaucoup, donc on essaye de garder quand même les gestes barrières, donc on répète, il faut mettre les masques et tout. C'est un petit peu chiant, mais c'est comme ça qu'il faut. Hein. Pour certaines familles d'accueil, la tâche n'a pas été facile, il a fallu se protéger soi-même et protéger les enfants face au Covid. On a entendu tout ce que le haut-commissaire et le président Fritsch a parlé à la télé. On a entendu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Déjà, moi et mon mari, on a été vaccinés sur le Covid. Alors, c'est pour ça qu'on a accueilli ces enfants dans notre foyer. De son côté, Doudou de Saint-Cyr espère que les nouvelles mesures seront respectées, même s'il n'était pas concerné par ces restrictions. Avec 147 enfants accueillis chaque semaine sur le site du Motu Ovini, il était en dessous du seuil. Heureusement que la saga se termine parce que c'est vrai qu'on n'aurait pas pu durer longtemps dans cette situation. Il est évident qu'aujourd'hui, il faut prendre toutes les mesures qui s'imposent. Donc là, on est tous avec un masque, on est tous en plein air et on fait en sorte que les enfants notamment soient répartis. J'espère que d'ici 2022, tout sera réglé. J'espère que d'ici là, cette pandémie se sera arrêtée. Ce matin, le président du pays et le maire de Tewaïouta en ont profité pour remercier tous les acteurs qui ont participé au bon déroulement de la saga de cette année, qui a échappé in extremis au variant Delta. Nous allons continuer dans les chemins de la joie. Il y a un peu de l'écriture littéraire avec le Fare Natura de Moréa, du style 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, une vitrine magnifique pour l'immersion dans la vérité du lagon et de l'océan, un outil de compréhension d'un écosystème très fragile, un pas de plus vers la prise de conscience de la protection de l'univers marin. Ce matin, à l'ouverture du public, les curieux étaient nombreux et ravis. Parmi eux, Mélissa Chong avec Patita Savea pour le reportage. Et le petit se cache. Pendant que certains cherchent les poissons, d'autres vivent une immersion dans le lagon polynésien. Je vois plein de requins. Je vois des nageurs. Des coraux qui sont très beaux.
L'écomusée Farenatura de Moorea a ouvert ses portes au public ce matin. Si la cérémonie d'ouverture a dû être annulée suite aux mesures sanitaires, cela n'enlève en rien la motivation des petits comme des grands à visiter cette espèce dédiée à la préservation de la biodiversité marine, à l'image de Mareva entourée de ses 5 petits-enfants. C'est important, hein, surtout là en ce moment, parce qu'il y a le problème chez nous, on a besoin de promouvoir aux jeunes pourquoi il faut prendre soin des coraux. On n'est pas des plongeurs, on ne connaît pas en fait tout le milieu aquatique et je trouve que c'est important pour qu'on puisse aussi apprendre parce qu'on n'a personne, nous sur Moorea on ne connaît personne, donc ça nous permet d'apprendre et de s'enrichir directement dans ce lieu-là. Cette vitrine de la richesse sous-marine polynésienne se base sur des travaux qui relèvent de la biologie, de la géologie, de l'anthropologie et bien évidemment de l'écologie. Et pour plaire à son public très jeune, l'écomusée a adopté des technologies telles que la projection d'images en 360 degrés ou encore les casques en réalité virtuelle. J'étais un peu sceptique par rapport au fait que s'il ne fallait pas préférer davantage la nature, mais pour tous les enfants qui ne peuvent pas y accéder, ça leur permet d'avoir cette opportunité, un petit peu les émotions de manière très forte apparemment, puisque mon fils qui a déjà fait du snorkeling a vécu des émotions identiques, voire même plus fortes face aux requins qu'il n'avait jamais vus. Le Farenatura et le tissu associatif de l'île Sœur travaillent à l'unisson pour compléter les actions menées depuis plusieurs années. Leur but ultime reste la préservation des récifs coralliens. En fin de matinée, plus de 200 familles avaient franchi l'entrée de l'écomusée avec des yeux ébahis. Extraordinaire. Page sport maintenant dans ce journal. Après l'effort, le réconfort, vous connaissez la formule. Ou pour mieux dire, les lauriers. Ils étaient 800 à participer à la course Taito la semaine dernière. Eh bien, hier, en fin d'après-midi, c'était la remise des prix, de la joie évidemment à foison. Et tous les regards portés vers la perspective du Super Aito. Ce sera à Rangiroa au mois d'août. Les champions y pensent déjà, ils s'y projettent. On écoute l'un des organisateurs, Charlet. Il est au micro du Beriao. Le parcours A que nous avons choisi, il fait 41 km. Et ça, tout dépendra des conditions météorologiques, puisqu'on sort par la passe de Avaturu et on rentre par Tiputa. Et après, on remonte sur le, ils appellent ça le Haruru. Hein, il y a une pointe là-bas qui s'appelle Haruru, donc il y a demi-tour, jusqu'à la place publique. Donc, voilà. Le deuxième parcours, si la météo ne nous autorise pas le plan A, on faudra le plan B, on restera dans le lagon. La Côte d'Azur et Nice avec désormais la promenade des Tahitiens. On parle de bras de fer et les championnats de France. Nos Aito n'ont pas tremblé, du muscle et de l'intelligence tactique. Au final, 4 médailles. D'abord, Tepate Uru, de l'or avec le bras gauche et de l'argent avec le bras droit. Un champion complet donc. Et après du bronze avec les 2 autres représentants du Fénois. Tous les résultats et les félicitations sur notre site internet. Polynésie, la première. Allez y faire un tour pour saluer ces champions. Pendant la semaine, le Haïva des Forains de Hao a fait carton plein normal. L'organisation a fait preuve d'imagination, du sport, de la tradition et un goût de modernité bien ancré, mais avec le respect des traditions des Tuamotu. Alors un mélange des âges gagnants dans ces instants festifs. Ils font aussi les communautés humaines et le doux pétillement des existences. Bref, un bilan positif. Nous écoutons l'un des responsables au micro de Mathieu Allo. C'est des activités qui sont adaptées à ces jeunes. Hein. Donc pour le Heiva, ils sont plutôt partis sur les activités traditionnelles dont les jeunes ont du mal encore à s'adapter. Donc c'est pour ça qu'il y a une masse. Bien sûr, avec l'aide du staff, nous avons été à la recherche de ces jeunes pour pouvoir constituer certaines équipes. Et nous restons dans les archipels, direction les Australes et un sésame précieux pour l'activité professionnelle. À Rurutu, les candidats au certificat de pilote lagonaire et de pêche lagonaire sont dans le dur de leur formation. Il reste encore un mois, car cette dernière a démarré il y a 15 jours. Un formateur est venu spécialement de Tahiti. Il encadre des stagiaires déterminés et volontaires. Sur place, un reportage signé Eyaparo Tokuragi. Ils ont entre 18 et 50 ans, étudiants, salariés ou sans emploi, tous titulaires au moins du permis côtier. Ces dossiers sont désormais leur livre de chevet et Zéphirin Tarahu, leur nouvel ami pendant 1 mois et demi. Sa mission, leur donner les connaissances nécessaires sur la réglementation, l'environnement marin du futur pilote et pêcheur lagonaire professionnel.
Ce sont les affaires maritimes qui viennent du territoire, qui viennent faire passer les examens. Et ça concerne le balisage, ça concerne le milieu maritime, ça concerne la mécanique, ça concerne les manœuvres d'embarcation, ça concerne l'environnement réglementaire, ça concerne les techniques de pêche lagonaire. Donc ça, ils sont sujets à un examen final. Ils réussissent l'examen, ils ont le titre professionnel. Une partie de cette formation est consacrée au secourisme. 2 jours d'initiation aux notions de sauvetage au travers d'exercices de simulation pour obtenir à l'issue le brevet national de secourisme. C'est facile théoriquement, mais en pratique, c'est pas aussi facile, il y a le stress. Ouais. Et là, toi, personnellement, tu te sens prêt aujourd'hui? Le BNS en poche, cap à présent sur la mer pour des exercices. Comme pour tout permis, il faut de la pratique et ça commence par une prise en main du bateau, car chaque embarcation a sa spécificité. La première des exercices, comme vous avez pu voir, c'était l'alignement. L'alignement par l'avant, par l'arrière. Et ensuite, ça va suivre par les hommes à la mer, ensuite la prise de coffre, l'accostage. Voilà. Parce que c'est même pour pouvoir utiliser le bateau de mon père pour emmener les touristes voir les baleines, pour aller pêcher, pour pouvoir vivre de la pêche et de la mer. Assez intense, parce qu'on apprend plein de choses en peu de temps en fait, parce que finalement, 1 mois et demi, c'est quand même court par rapport à tout ce qu'il y a intégré. Mais bon, c'est très intéressant. Ils passeront l'examen final le 23, 24 et 25 août. Et c'est seulement 1 mois après que nous connaîtrons les noms des futurs pilotes et pêcheurs lagonais professionnels de Rurutu. Et de très très belles images. C'est toujours une formule qui marche, le vide-grenier. Et à Ariatea, c'est toujours une affaire attendue. Il faut dire qu'il se tient 2 à 3 fois par an seulement. En ce mois de juillet, il y avait affluence, plus de 80 stands, une bonne opportunité pour remettre en circulation objets et vêtements égarés ou perdus dans les armoires, ou bien pour faire de bonnes emplettes si on est chaland. À l'arrivée, 2 jours de sourire aux lèvres. Les images sont signées Julien Vesco, notre correspondant sur place. On va continuer à circuler dans les îles et cette fois-ci nous allons à Manille. L'île attendait la goélette, ce lien avec la voisine Tahiti et le reste du monde, un lien indispensable et toujours la même effervescence sur le quai. Le Doris est un peu l'hymne à la joie sur l'atoll, exemple avec ses réactions glanées par Sandroli et Vito Tapao sur place. S'il n'y avait pas ces bateaux, il n'y a rien qui arrive et il n'y a rien qui part. Parce qu'il faut dire une chose, et toi Moutou, c'est le gars de manger de Tahiti. Le jour où il n'y a plus ça, Tahiti, il n'y a pas de poisson à Tahiti. Il n'y a que des... Tu vois, des tilapias. On a l'habitude de desservir plus particulièrement le Manille, tous les semaines. Après, tout dépend du temps aussi. Combien de tonnes d'affaires vous avez pu débarquer ici à Manille, à peu près? À peu près, estimation de peut-être 10 tonnes par là. 10 tonnes, voilà, 10 tonnes. Marchandises avec du gasoil, tout ça. Voilà donc pour l'information. 19h passées de 25 minutes sur la première. Nous vous rappelons l'information principale de la soirée. Évidemment, logiquement, elle a trait à la Covid. Du monde au vaccinodrome, par exemple, plus de 2000 personnes vaccinées ce matin à la mairie de Punaouia, à l'Institut Frébo à Mamao, à Papeete, 415. Demain matin, l'hôpital de Moréa vaccinera aussi. Au niveau des chiffres, malheureusement, 2 décès supplémentaires constatés depuis hier. Alors, protégez-vous et adoptez les gestes barrières. On va regarder ce qui se passe sur les écrans de la première. Les programmes après l'information, pas de zapette ce soir, que des expos à plein écran sur les Jeux Olympiques de Tokyo et des pluies d'étoiles et de médailles, on l'espère, pour les sélections nationales. Merci d'avoir été fidèle au rendez-vous de l'information sur la première. On se retrouve demain soir, 19h, pour une nouvelle édition du journal en français. Que la nuit soit douce à tout le monde. À bientôt, à demain. Merci. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.